Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Le gazon en long et en large. Je suis Romain Giraud, agronome et créateur de la clinique du gazon. Pour ce premier podcast, j'accueille la société UV Boosting qui propose des équipements de stimulation de défense naturelle des plantes par flash ultraviolet. Bonjour Baptiste et Jérôme, merci de participer à ce podcast. Bonjour Romain. Bonjour Romain. En introduction, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement tous les deux et puis ensuite présenter l'entreprise ? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Baptiste Rouanet, je suis le CEO d'UV Boosting. On a, créé l'entreprise en 2017 à partir d'une innovation issue de la recherche publique française. C'est deux chercheurs de l'université d'Avignon qui ont découvert le procédé qui est à l'origine d'UV Boosting. Ils se sont associés avec un startup studio qui s'appelle TechnoFounders, qui est basé à Boulogne, à côté de Paris. Et moi, j'ai rejoint l'entreprise au moment de de l'industrialisation du procédé et du début de la commercialisation en 2020. D'accord. Et alors, les chercheurs qui sont à l'origine du projet, ils font partie intégrante de la boîte. Comment ça se passe ? Aujourd'hui, les chercheurs ont plutôt un rôle stratégique de développement, de nous aider à continuer nos projets de R&D, mais ne sont pas opérationnels dans l'entreprise, et on garde évidemment des liens très forts avec eux pour toutes nos expérimentations. D'accord, ok. Alors ensuite, par rapport au procédé, est-ce que vous pourriez présenter un peu à l'origine, alors vous l'avez déjà fait, mais peut-être parler un peu de l'état de l'art là-dessus. Je sais qu'il y a eu des publications, enfin en tout cas moi j'en ai vu 2 sur le sujet, et c'était super intéressant. Oui, tout à fait. Alors, le principe du V-boosting et de la technologie qu'on commercialise aujourd'hui, c'est de stimuler les défenses naturelles des plantes à partir d'une exposition aux UVC. L'objectif, c'est bien d'utiliser les UVC pour rendre la plante en meilleure santé, lui apporter ce qu'on appelle chez UV Boosting un soin global. Les UVC, c'est une longueur d'onde un peu particulière, et je vais peut-être laisser Jérôme Lecor, notre ingénieur optique, expliquer ce que sont les UVC justement et en quoi ils se différencient d'autres rayonnements lumineux. Oui, donc les UVC, c'est une partie du spectre lumineux qui n'est pas visible. Et ils font partie la catégorie C, c'est la plus éloignée du domaine visible. Ils sont émis par le soleil, mais ils sont filtrés par la couche d'ozone que pas mal d'entre nous connaissent, et donc ils n'existent pas à l'état naturel sur Terre. Donc c'est un rayonnement qui n'est pas ionisant, mais qui a un faible pouvoir pénétrant dans les tissus ou les surfaces, mais qui en revanche est assez énergétique. Et c'est justement ce rayonnement qui stimule les défenses naturelles des plantes. Ce qu'ont découvert les chercheurs, c'est qu'une exposition très courte, de l'ordre de la seconde, à une forte dose d'UVC, permettait d'activer un certain principe biologique au sein de la plante, notamment la production d'acide salicylique, et ce qui, à terme, la rendait plus résistante à tout un tas d'agressions, que ce soit des maladies fongiques, ou également d'autres agressions abiotiques comme le stress hydrique ou le gel. D'accord. Et alors, pour ceux qui nous écoutent, moi je sais qu'il y a aussi il y a les UVB et les UVC. Est-ce que vous avez travaillé déjà sur les UVB et pourquoi vous vous êtes tourné vers les UVC plutôt que les UVB par exemple ? Alors justement, le rôle des UVB, même des UVA, ou même des UVC, il y a un rôle classique qui est connu. Pour les UVC, c'est la désinfection. Pour les UVA et les UVB, la littérature scientifique est plus fournie. Ce qui fait vraiment l'originalité du UV Boosting, c'est bien d'avoir découvert, il y a quelques années, que les UVC, en dose élevée pendant une exposition de l'ordre de la seconde, permettaient de stimuler les défenses de la plante. C'est vraiment ça que maîtrise UV Boosting. C'est vraiment ce qui est à l'origine de la création d'entreprises. Donc après, il y a d'autres entreprises qui travaillent sur les UVA, les UVB, d'autres entreprises qui utilisent les UVC pour faire de la désinfection, notamment dans le secteur agroalimentaire ou dans l'industrie pharmaceutique, ou pour la désinfection de l'eau, par exemple. Mais la spécificité du UV Boosting, ce qu'on maîtrise, ce qu'on est les seuls à faire dans le monde aujourd'hui, c'est de la stimulation des défenses naturelles des plantes à partir d'une exposition aux UVC. Donc voilà, on se focalise sur notre cœur de métier. Donc le principe, c'est pas de faire comme dans la désinfection, c'est-à-dire on expose assez longtemps un objet pour le désinfecter aux UVC. Là, c'est vraiment envoyer un flash
pour déclencher tous les mécanismes de défense dans la plante, quoi, ce qu'on appelle la résistance systémique acquise, quoi, au même titre que des éliciteurs. Tout à fait. En fait, on va tirer parti du fait que la plante est un organisme vivant et qu'elle va réagir à différents stimuli de son environnement. Elle est habituée à le faire, comme elle est plantée dans le sol et qu'elle peut pas bouger. Elle a beaucoup de récepteurs et elle est capable de réagir à des différentes stimulations de son milieu, des variations de température, de rayonnement lumineux notamment. Et donc, contrairement à la désinfection, où là, on va simplement, par un apport d'énergie très important, venir casser des chaînes d'ADN dans des micro-organismes, des bactéries, des virus, par exemple, pour la désinfection dans les hôpitaux. Ici, c'est la plante qui va percevoir le signal et qui va ensuite activer ce que tu disais, sa résistance systémique acquise. D'accord. Alors, en ce qui concerne ce que vous avez déjà fait, alors je sais que vous avez travaillé sur la vigne et la fraise. Est-ce que, avant de parler de gazon, est-ce que vous pouvez parler de ce que vous avez déjà fait, où en est le déploiement actuel du système? Oui, bien sûr. Effectivement, la première culture qui a servi vraiment de test grandeur nature et la première culture sur laquelle on a commercialisé notre premier produit industrialisé, c'est la vigne. Donc, on a de nombreux résultats en laboratoire, en centre d'expérimentation, et puis de nombreux résultats avec des producteurs en conditions de production sur la vigne. On a travaillé avec des universités de Bordeaux, d'Avignon, de Dijon, des INRAE, des chambres d'agriculture, l'IFV, également des stations d'expérimentation, Invenio, Promovert. Donc toutes les notations, tous les résultats qu'on a, ce sont pas des résultats UV Boosting, hein, c'est bien des résultats certifiés par des organismes indépendants. Sur fraise, on a aussi, comme tu le disais, travaillé depuis de nombreuses années avec un peu le même écosystème et on a accumulé des résultats très positifs également. La machine qu'on commercialise est à un stade plutôt de pré-série, alors que la version pour la vigne est aboutie depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, on avance petit à petit. On a commencé par la vigne, la fraise et aujourd'hui le gazon, et on pense à d'autres cultures, par exemple les arbres fruitiers, qui sont dans notre ligne de mire pour 2023. D'accord. Alors pour que tout le monde comprenne comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que là on montre pas de photos. Donc le principe c'est que c'est monté sur un tracteur et c'est des gros blocs de spots UV qui viennent éclairer, en tout cas appliquer un flash sur le rang de vigne par exemple. C'est ça, hein. Donc c'est ce qui fait justement l'originalité des travaux du V-Boosting et le fait qu'une exposition courte à des flashs lumineux soit efficace pour stimuler les défenses naturelles des plantes. Ça permet d'embarquer on va dire un luminaire sur un engin mobile, donc typiquement un tracteur. Et en l'occurrence, nous on appelle ça des panneaux UV. Et donc c'est ce qu'on va effectivement fixer sur le tracteur. Et le tracteur en viticulture, par exemple, il va se déplacer à 4 km/h environ, ce qui représente pour la plante un flash lumineux qui de l'ordre de la seconde. Et ça, on va le répéter tous les 15 jours environ, entre le début du stade végétatif, donc ce qu'on appelle 2-3 feuilles étalées en viticulture, à la fermeture de grappes, quand les grappes se forment véritablement. Donc, ça représente, selon les années, la pression de maladie et la vitesse de développement de 3 à 7 stimulations UV sur une saison en viticulture. Et pour les autres cultures, par exemple la fraise, c'est aussi des panneaux UV, mais qui ont une forme différente, une taille différente. Et donc, on adapte les préconisations et la puissance du panneau. Ça, c'est notre savoir-faire, notre développement pour s'adapter à chaque culture. Voilà. Mais le principe de base reste toujours le même. D'accord. Alors, pour parler un peu plus du gazon, comment l'idée est venue de passer au gazon, tout simplement? Eh bien, on avait déjà en 2019 réalisé des tests avec un golf à côté d'Avignon, à côté de l'université d'Avignon, où la première équipe du V-Boosting était basée. On a obtenu des résultats très positifs. Et puis voilà, comme j'expliquais par la suite, on a dû choisir un peu les marchés sur lesquels se lancer. Donc on a sélectionné la viticulture en premier. Et puis il y a environ 6 mois, on a commencé à élargir nos marchés au-delà de la viticulture. On a
On s'est rappelé qu'on avait eu des bons résultats sur gazon. On a eu des contacts avec différents golfs pas très loin de là où on est basé en Île-de-France, dans l'ouest parisien. Et puis, il me semble qu'il y a une contrainte réglementaire qui arrive à échéance à partir de janvier 2025 suite au vote de la loi Labbé qui met une contrainte très forte pour les greenkeepers, avec une réduction massive des solutions techniques et chimiques disponibles pour s'occuper du gazon. Et donc, on a eu beaucoup de demandes. En parallèle, on avait du temps, nous, après avoir stabilisé le développement de la vigne et de la fraise, pour développer un panneau UV spécifique au gazon. Et donc, il y a eu une opportunité. On avait la possibilité de se lancer sur ce marché. Il y avait un fort besoin. Et donc, tout ça fait que depuis 3 mois maintenant, on commercialise notre pré-série pour le gazon. D'accord, donc pour le gazon, c'est un peu le même principe. Il y a un panneau UV qui est monté derrière un tracteur et avec une vitesse constante, on avance sur les surfaces à traiter, quoi. C'est exactement ça. L'idée, c'est d'avoir le produit le plus simple à utiliser possible, le plus plug and play possible, donc d'avoir un panneau qui soit alimenté par les tracteurs ou les tondeuses utilisées par les greenkeepers. D'accord. Alors maintenant, venons-en à l'itinéraire technique, si je puis dire. Tu as déjà commencé à en parler. Alors, les applications préventives, j'imagine qu'elles sont obligatoires avant l'arrivée de la pression. Tu as un peu évoqué le nombre de traitements qu'il fallait faire, mais sur gazon, voilà, quel est le nombre de traitements nécessaires au préalable, le nombre d'applications minimales qu'il faudrait avoir pour avoir des résultats suivant le pathogène, pour déclencher des réactions de défense suffisantes. Alors, effectivement, UV Boosting, c'est une solution préventive. Comme on ne fait pas de désinfection, l'objectif, c'est de limiter, ralentir au maximum, voire annihiler complètement le développement de la maladie en rendant la plante et le gazon plus résistant à la maladie. On considère qu'il faut au minimum 2 stimulations pour activer les mécanismes de défense au sein de la plante, 3 étant préférable, donc on va dire 3 stimulations au minimum, et un ordre de passage sans doute de 7 à 12 jours, un peu plus rapproché que pour la vigne dans un premier temps. Donc une application par semaine en gros, quoi. Oui, à peine, ouais. D'accord. Et dans le cas où on se retrouve avec les premiers symptômes et on démarre trop tard les applications, ce qui peut arriver quand même, est-ce qu'il y a une efficacité sur du curatif précoce, entre guillemets? Oui, on peut partir de ce principe-là. On a quand même un effet désinfectant, même si c'est pas celui qu'on cherche à appliquer, qu'on cherche à optimiser. Il y en aura toujours un petit peu. Après, ça reste quand même une solution de stimulation de défense naturelle. Il faut vraiment mieux le faire en préventif et dans le cadre d'une application en curatif précoce. Voilà, c'est plus compliqué de garantir des résultats. Ça sera moins efficace que si on respecte bien le protocole et qu'on démarre suffisamment tôt avant l'arrivée du pathogène. D'accord, ouais, donc pour un greenkeeper qui a l'habitude d'avoir du dollar à un moment donné, il faut qu'il prévoie 2 applications avant l'arrivée de la pression, et ensuite rester sur une fois par semaine, ou on peut étaler un peu plus après? Comment ça marche? Ouais, bah ça, typiquement, enfin pour reprendre un peu une analogie avec la vigne, ce qu'on conseille beaucoup aux viticulteurs, c'est d'utiliser en fait la solution UV Boosting comme une sorte de base, et donc qui apporte une résistance naturelle de base à la plante. Et donc on passe régulièrement, on leur conseille pour intégrer UV Boosting dans leur itinéraire technique, de passer régulièrement les équipements UV Boosting, donc tous les 15 jours environ, et ensuite, par-dessus ça, d'appliquer leur méthode traditionnelle d'aide à la décision pour savoir quand est-ce qu'ils vont devoir appliquer un traitement phyto, un biocontrôle ou autre. Et donc, mais là où, comme pour reprendre ce que disait Baptiste, là où la technologie devient vraiment efficace, c'est quand on a entraîné la plante en amont du développement
à se défendre par elle-même. Parce que ce que ça va provoquer, c'est que quand le pathogène va apparaître, si la plante a été entraînée, elle va réagir très rapidement. À partir du moment où on commence la stimulation, quand le pathogène est apparu, la plante, elle est déjà en train elle commence déjà à essayer de se défendre. Nous, on peut encore l'aider un petit peu à accélérer ça, mais l'effet est maximum quand tout a été activé auparavant. D'accord. Ok. Donc j'imagine qu'il y a évidemment une synergie avec les produits de biocontrôle, quoi. Il faut intégrer ça. Le top, c'est d'intégrer ça dans un plan de gestion global pour obtenir des résultats, quoi. Oui, sur toutes les cultures sur lesquelles on se développe, sur lesquelles on a fait des essais, on ne dit jamais qu'on vient remplacer seul l'efficacité d'un produit phytosanitaire. En revanche, on a observé dans certains cas une combinaison stimulation UV plus produit de biocontrôle permettait de reproduire le même niveau de protection qu'une référence chimique connue. D'accord. Après, on est encore au début justement du travail sur ces synergies avec des produits de biocontrôle. Moi, je suis persuadé qu'à l'avenir, c'est justement l'association de ces nouvelles briques technologiques, de ces nouvelles innovations qui en agriculture vont permettre de réduire la dépendance aux produits chimiques, que ce soit parce qu'une loi est passée et qu'on n'a plus le droit de les utiliser, que ce soit parce que le niveau d'acceptabilité des citoyens, des gens qui achètent leur vin, leur nourriture, le seuil de tolérance soit de moins en moins élevé à l'utilisation de produits chimiques. Et donc, on n'est pas encore capable de dire, tel produit combiné aux UV à tel intervalle, dans telles conditions, ça aura tel niveau d'efficacité. On sait en revanche qu'il y a énormément de choses à faire de ce côté-là, et on est persuadé qu'avec certains produits de biocontrôle, on va réussir à reproduire sur gazon des résultats qu'on a observés pour la vigne et pour la fraise. Ouais, parce que finalement, de ce que j'ai compris, l'efficacité attendue, c'est autour de 50%, donc dans l'ordre de grandeur de ce qui se fait en termes de biocontrôle aujourd'hui, quoi. Exactement, on a déjà, je parlais des résultats qu'on a obtenus en 2019 dans le sud de la France, où on a observé une réduction d'environ 40 à 50% du dollar par rapport à la modalité témoin. Donc ça avait été fait sur Dollar Spot. Voilà, ouais, tout à fait. Avec des notations, alors je me rappelle plus l'organisme qui avait fait la notation. C'était Promovert, c'était un essai BPE. Voilà, un essai BPE de Promovert. Donc c'est bien des notations d'indépendants et pas des notations de boosting évidemment. D'accord, ouais. Sachant que pour rappeler à ceux qui nous écoutent, l'efficacité d'un phyto classique, c'est plutôt au-delà de 80%, quoi, 80, 90, à titre de comparaison, quoi. Donc voilà, c'est vrai que s'il y a une synergie qui existe avec des produits de biocontrôle, ça fait partie, ça représente un outil qui peut être très intéressant, quoi. Alors aujourd'hui, l'idée c'est en combinant UV et biocontrôle, de se rapprocher de cette efficacité de 80-90%, où aujourd'hui c'est plutôt une référence chimique qui est capable d'atteindre ce niveau d'efficacité. Tout à fait. Les UV seuls sont plutôt dans un ordre de grandeur de 50%, tout comme les biocontrôles, mais peut-être que biocontrôle plus UV, on se rapprochera des 80%. C'est quelque chose qu'on a déjà observé sur vigne et sur fraise. Et juste pour rebondir encore, pour le coup, l'avantage du V-boosting, c'est que le spectre d'action, il va pas être ciblé sur une maladie, mais il va pouvoir, en vigne en tout cas, par exemple, on a des résultats sur les principales maladies de la vigne, le mildiou et l'oïdium, également sur botrytis. Donc là où parfois ou souvent un fongicide est cantonné à tel ou tel, ou développé spécifiquement pour agir sur un pathogène donné, nous on a une efficacité qui est un peu moins bonne qu'un fongicide de synthèse, mais en revanche qui est répandu sur plusieurs pathogènes. Et pathogènes et autres problématiques agronomiques, puisqu'on a des résultats contre le gel et contre le stress hydrique sur la vigne également. D'accord. Alors moi j'avais vu aussi, ce qui me paraissait intéressant, c'était un effet sur la nutrition, c'est un grand mot, mais des rendements qui étaient plus élevés en vigne après des applications par rapport à du non traité. Comment ça marche? Alors effectivement, il faut bien comprendre que les rendements supplémentaires sont pas liés au fait que le cep va produire plus de raisins en tant que tel. On va plutôt parler
de perte de récolte évitée. Ok. Donc typiquement, dans le sud de la France, l'année dernière, enfin l'été 2022, il a fait très très chaud. Donc il y a eu beaucoup de parcelles de vignes qui ont été en condition de stress hydrique, de manque d'eau. Et dans ces cas-là, le pied est moins capable de, de nourrir son fruit et donc de maintenir les rendements qui sont attendus par le viticulteur. Ce qu'on a observé, c'est que des stimulations UV ont permis à la plante de mieux nourrir sa grappe et donc, in fine, de retrouver un niveau de rendement moins éloigné de la moyenne historique. Et donc, on évite des pertes de rendement liées au stress hydrique, dans ce cas-là, mais parfois liées au gel, parfois liées aux maladies. Voilà, Et donc pour le stress hydrique, comment ça pourrait se transposer au gazon, ce phénomène? Ben, ce qu'on s'attendrait à voir sur le gazon, c'est que en conditions de stress hydrique, en fait, on va rendre la plante un peu plus tolérante. Et donc, même dans une situation où la plante va manquer d'eau, elle va être de manière préventive, en fait, elle sera préparée à réagir très vite au manque d'eau et donc à se mettre en mode économie d'énergie, si je puis dire, pour D'accord. moins puiser. Et donc, elle va durer, enfin, si je prends sur le gazon, elle va mettre un peu plus de temps avant de jaunir, par exemple. Intéressant, intéressant. c'est quelque chose qu'on a déjà observé de manière très empirique dans notre serre d'expérimentation, où à la fin d'une expérimentation sur jeune vigne par exemple, quand on jette les plantes après l'expérimentation, on a observé que les bacs où on jetait les vignes qui avaient été stimulées aux UV, les pieds qui étaient du coup plus du tout arrosés, plus du tout entretenus, qui étaient prêts à partir aux déchets verts, restaient verts plus longtemps que les pieds de vigne qui n'avaient pas été stimulés. Et donc c'est de là, il y a quelques années, qu'on a commencé à se dire mais on aurait sans doute une efficacité là contre le stress hydrique. Donc on s'attend à la même chose sur la plupart des plantes sur lesquelles on travaille. Ouais, donc physiologiquement, il se passe un truc à ce niveau-là, quoi, aussi, quoi. Donc, Exactement. ok, intéressant. Donc pour finir sur le spectre est assez large, donc là ça engloberait, disons, la plupart des pathogènes, j'imagine. Donc là on parlait de dollars, mais sur fusariose froide, vous avez fait des tests ou? On n'a pas encore fait de test, mais on est assez confiant sur le fait d'obtenir des résultats. Sur la vigne, la plupart des pathogènes des maladies fongiques testées, on obtient un effet. Et justement, contrairement à la désinfection qui a déjà un effet plus limité parce que c'est du curatif et qui est cantonné la désinfection par UVC ne fonctionne que sur ce qui se développe en surface des feuilles, puisque comme je disais en introduction, le rayonnement UVC est très peu pénétrant, donc tous les pathogènes qui se développent à l'intérieur des tissus chlorophylliens ne sont pas atteints par le rayonnement UVC. Là, avec la stimulation, on a un effet sur potentiellement beaucoup plus de maladies, puisque c'est la plante qui va lutter contre le pathogène. Et est-ce que, par exemple, là, sur la fusariose froide, souvent, elle se développe quand le gazon a une croissance qui est quand même minimale, c'est-à-dire pendant la période froide. Est-ce que du fait que l'activité de la plante soit un peu plus faible, est-ce qu'elle réagit pareil aux UV ou vous avez un peu de recul là-dessus ou? Alors c'est difficile de répondre en détail sur le gazon. Ce qu'on a observé sur vigne, c'est que par exemple comment on permet de limiter les dégâts liés au gel, c'est qu'on vient stimuler les défenses de la plante dès le stade pointe verte, Ok, donc dès qu'il y a une partie chlorophyllienne. Donc d'accord. au moment où la vigne réattaque son cycle et est en train de commencer à pousser, donc elle est active, mais il y a beaucoup moins de feuilles, évidemment, il n'y a pas encore de feuilles à ce moment-là, il y a juste une toute petite partie pointe verte qui va percevoir les rayonnements lumineux. Donc à l'hiver, tant qu'il y a une partie capable de capter la stimulation UV, on aura une réaction physiologique de la plante. D'accord, ok. Très bien. Alors, je sais que, pour avoir lu les publis, qu'il y a une dose optimale qui permet de déclencher les mécanismes de résistance systémique acquise avec un photorécepteur bien spécifique. Du coup,
si on en met trop ou pas assez, est-ce que on perd ou on gagne en efficacité? Comment ça marche? Si par rapport à la vitesse d'avancement, si on va trop lentement ou trop doucement, est-ce qu'on perd en efficacité? Ouais. Alors, donc, en phase de R&D et de mise au point d'un équipement, nous, on va pré-régler la puissance du panneau, justement pour limiter au maximum le nombre de réglages à l'utilisateur. Donc, le seul réglage possible, c'est effectivement la vitesse d'avancement. Et donc, nous, on a une préconisation sur la vitesse d'avancement de l'ordre de 4 km/h. Si on avance à cette vitesse, si on la préconise, c'est parce que c'est là qu'on a remarqué que l'efficacité était optimale. Si on va plus vite que cette vitesse, du coup, on va diminuer la dose apportée à la plante et là, on va perdre de l'efficacité. Et le décrochage peut être assez rapide. Donc, c'est vraiment important de respecter cette préconisation. Si on va plus lentement, c'est possible aussi. On va perdre un peu d'efficacité. Et en revanche, on n'attend pas non plus, par une surdose, on n'attend pas non plus d'effets délétères. C'est des choses qu'on teste beaucoup, de vérifier un peu l'innocuité des surstimulations pour pas endommager les plantes. D'accord. Donc, dans les essais qui ont été faits, vous n'avez pas réussi à brûler du gazon en tant que tel, quoi, ce qui ne Alors, reparte pas derrière, quoi. pour brûler du gazon, ou d'autres plantes test, faut vraiment rester un minima 1 minute, je dirais, pour avoir une brûlure sur le gazon. Donc c'est pas passer à 3 km/h au lieu de 4, par exemple, qui Ouais, va créer des dégâts. C'est vraiment rester en statique beaucoup trop longtemps, qui risque aussi par la chaleur, enfin l'énergie reçue par la plante, de la brûler. Après, là, il faut bien avoir en tête qu'en passant à 4 km/h environ, on envoie de la dose d'UVC pendant 1 seconde, même pas 1 seconde, sur la plante. Évidemment, les plantes sont pas mobiles, elles sont habituées à passer des journées ensoleillées très fortes, à recevoir une dose énorme d'énergie d'UVA et d'UVB. mhm. Donc pour aller les brûler en 1 minute ou 2 minutes, c'est vraiment, je dirais, l'ordre de grandeur minimum en statique pour réussir à les brûler, puisque les plantes restent quand même des organismes assez résistants. Donc, le pire cas de figure, ça pourrait être, le tracteur n'avance plus, je laisse allumer les modules. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Oui, D'accord. on descend de son tracteur, on éteint son Ouais, équipement, voilà. d'accord. Exactement. Ok. Si on veut fumer Ou autre chose. autre chose. Ça se tient. Alors, au niveau de l'horaire d'efficacité, moi, c'est une question que je me posais. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où la plante est plus réceptive? Je sais pas, le matin, le midi, le soir. Est-ce qu'il y a des heures où ça marche moins bien? On n'a pas observé ça pour l'instant. Il n'y a pas de préconisation particulière. Pas besoin de se lever la nuit pour faire la stimulation UV. Vous pouvez la faire tôt le matin. Il n'y a pas de problème. Euh, D'accord. Il n'y a pas de, il y a pas de contrainte particulière en termes d'horaire, ni évidemment de vent, ni de pluie, ni de forte chaleur ou température trop basse. En fait, comme c'est un flux lumineux, la plante le perçoit, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent, qu'il y ait plu, que ce soit la nuit, le jour, etc. Ah, c'est vrai que dans les stades, on arrive enfin, on met de la lumière des fois pendant 48 heures non-stop, donc effectivement, on se doute bien que le gazon est réceptif matin, midi, soir, nuit, quoi. Oui. Et ce que Baptiste mentionnait, le fait de pouvoir passer en conditions de vent, de pluie fine, c'est quand même un avantage non négligeable pour les équipements de stimulation par UVC, parce que ça donne beaucoup plus de flexibilité sur les possibilités de passage, notamment, on va dire, en hiver ou dans les moments où le temps est moins bon, là où les phytos ou même tout produit physique Pulvérisé. pulvérisé va voir son efficacité fortement, enfin plus ou moins fortement impactée dès qu'il va y avoir du vent ou de la pluie. Donc, Ouais. nous, on a une garantie, en respectant les préconisations, une efficacité à peu près constante, quelles que soient les conditions d'utilisation. Donc ça, c'est quand même une sérénité qui est assez intéressante, je pense,
Ouais, c'est pas négligeable du tout suivant les régions. C'est vrai qu'il y a des régions qui sont quand même très exposées au vent, par exemple, et ça peut être parfois un peu compliqué de trouver les créneaux. Bon, idem pour la pluie, hein. Bien que malheureusement, avec le changement climatique, il arrive qu'il ne pleuve pas pendant un bout de temps, mais bon, en tout cas, c'est clair que ça peut arriver. Euh, alors, est-ce que, en termes de boulettes, je dirais, est-ce qu'il y a des opérations à ne pas faire avant ou après qui pourraient faire en sorte que bah, ça donne lieu à soit des dégâts ou que l'efficacité soit limitée? Ouais, c'est une bonne question parce que autant stimuler juste avant un traitement, il n'y a aucun souci, aucun problème. Mais dans le cadre de traitement, on a le cas en vigne avec par exemple du cuivre utilisé contre le mildiou qui vient se déposer sur les feuilles et faire une fine pellicule blanche de cuivre. Euh, le problème, c'est que cette pellicule va bloquer le rayonnement UV et Mhm. l'empêcher d'atteindre la feuille. Et donc, on va perdre en efficacité si on essaye de stimuler aux UV juste après un traitement cuivre, par exemple. Et ben, la logique va être la même pour toutes les cultures. Si le traitement qu'on applique vient appliquer une couche de produits un peu protectrice qui va bloquer, qui risque de bloquer les rayonnements lumineux, on préconise de passer d'abord les UVC avant ce traitement, ou alors d'attendre 24 à 48 heures pour que cette couche soit peut-être par exemple lessivée par une pluie Mhm. avant de stimuler à nouveau. D'accord, intéressant, parce que alors nous, on utilise, enfin, certains utilisent des pigments qui pourraient avoir ce rôle de limiter l'impact des UV. Donc En effet. c'est bon à savoir. Et dans ces cas-là, voilà, il faut mieux stimuler et juste après traiter avec ce pigment plutôt que de faire l'inverse. D'accord, d'accord. En ce qui concerne les différentes espèces de gazon, est-ce que vous avez pu travailler là-dessus ou est-ce que vous avez vu des différences éventuellement entre les espèces, je sais pas, gros style, pâturage annuel ou régras, en termes de sensibilité aux UV ou de réaction aux UV? Je sais pas si vous êtes allé jusqu'à ce niveau-là. Pour l'instant, sur le gazon, non, on n'a pas encore ce niveau de détail. Après, pour reprendre une analogie, encore une fois, avec la vigne, on a des résultats disponibles et prouvés sur un grand nombre de cépages. Mhm. Et donc, de la même manière qu'il y a différentes variétés de gazon, il y a différents cépages qui sont certains plus ou moins résistants à telle ou telle maladie, plus ou moins tolérants à telle ou telle forme de stress. Mais dans tous les cas, on observe systématiquement une plus-value du rayonnement UVC. Et sur la D'accord. fraise, pareil, hein, les différentes variétés de fraises, il n'y a pas d'écart avec certaines variétés qui seraient insensibles au rayonnement UVC. Je dirais même plus loin, toutes les plantes sur lesquelles on a testé les UVC sont perceptives pardon, à la stimulation et on voit une augmentation de la production d'acide salicylique dans toutes les plantes sur lesquelles on a testé notre solution. Donc c'est vraiment un procédé universel et il n'y a Mhm. aucune raison biologique, aucune raison agronomique à ce qu'une espèce particulière de gazon, par exemple, une variété de gazon, soit insensible à la stimulation UVC. Ça serait, enfin, vraiment, il n'y a pas du tout raison de le penser. Ah, ça s'entend, ça a du sens, ça a du sens. Alors justement à ce sujet-là, alors je pense que sur le gazon, c'est pas forcément quelque chose que vous avez pu travailler. Est-ce que, dans le même registre de sujet, alors moi quand je pense à une variété sensible, génétiquement, je me dis que, quand elle est stimulée, étant donné que son bagage génétique de défense est peut-être un peu plus fragile, euh, on ne pourrait pas obtenir la même efficacité qu'une variété qui est déjà plus résistante et en la stimulant qui arrive à mieux se défendre qu'une plus sensible, quoi. C'est-à-dire, est-ce que si on stimule une variété sensible, on arrive à avoir les mêmes degrés de protection qu'une variété résistante? Euh, En fait, pour répondre à ça, on pourrait plutôt dire que la plus-value des UV va être beaucoup plus perceptible et importante sur des variétés qui sont plus sensibles, parce que justement, le fait de les entraîner de manière préventive à activer leur défense, ça va faire une énorme différence sur le résultat final de l'attaque de maladie. Donc pour les variétés qui sont naturellement plus résistantes, les UV vont apporter une plus-value, mais elle sera un peu moins impressionnante.
Ah, c'est plutôt inattendu ça, c'est assez contre-intuitif pour moi, mais c'est intéressant, ouais. Donc on peut imaginer que, je sais pas, par exemple, le pâturage annuel qui est plus fragile, qui est plus sensible à certains pathogènes, enfin la plupart d'ailleurs, aura une réaction qui sera plus, enfin le gain d'efficacité pour le pâturin serait plus important que pour une agrostide résistante, par exemple. Peut-être, ouais, en effet. Pour prendre une analogie plus simple, c'est comme si on apportait des compléments alimentaires à quelqu'un qui est déjà en bonne santé. Bon, le gain, il y aura peut-être un gain quand même, mais le gain Mmh. sera plus faible qu'à quelqu'un qui est en carence. Les compléments de santé, les compléments alimentaires vont être plus efficaces sur cette personne en carence parce qu'elle a des défenses plus faibles, et donc on va vraiment améliorer sa résistance aux maladies. Voilà, Ah c'est ouais, je comprends. une L'analogie analogie est pas mal. qui est pas tout à fait applicable directement au gazon, mais dans l'idée, c'est ça. Ok, ok. Donc ensuite, là c'est plutôt, j'ai quelques questions sur l'impact sur l'utilisateur ou l'environnement. Donc la toxicité sur les espèces de gazon, on a déjà un peu parlé. Bon, j'imagine que, enfin, quand on est en période de stress hydrique, du coup, avec des températures très élevées, vu ce dont on a discuté tout à l'heure, j'imagine que ça, c'est pas un risque de passer la machine. Si on respecte les préconisations, non, il y a pas de risque il y a pas de risque à attendre. Ok. Une fréquence maximale peut-être à pas dépasser. Si on s'amuse à la passer tous les jours, la machine, est-ce que ça peut donner Effectivement, ça lieu? c'est déconseillé. Il est plutôt recommandé du coup de suivre les préconisations qu'on fournit. L'impact que ça peut avoir, qui peut d'ailleurs pour le gazon en l'occurrence être intéressant sur certaines parties d'un golf par exemple, c'est que si on passe plus fréquemment, la manière dont la stimulation UVC agit, c'est qu'elle va produire de l'acide salicylique dans la plante. Et ce que la littérature scientifique remarque, ou ce que nous aussi on a pu remarquer dans nos différents tests, c'est que des plantes qui produisent en permanence beaucoup d'acide salicylique ont tendance à moins avoir une croissance un peu inhibée, donc à être en moyenne plus petite. Donc Mhm. sur certaines parties qui sont très souvent tondues et qui doivent être très souvent tondues, comme un green par exemple, ça peut être intéressant de passer un peu plus souvent que les préconisations standards pour essayer de limiter un peu la croissance, parce qu'on sait que c'est souvent, enfin, en pleine saison, c'est toujours très contraignant de voir tondre tous les jours et un millimètre de gazon peut faire une grosse différence sur la jouabilité. Mhm. Euh, voilà, donc Sur la production de feutres aussi. Oui. exactement. On peut adapter un petit peu, mais effectivement, passer tous les jours, c'est fortement déconseillé. Et ça, c'est peut-être justement des tests qu'on fera cette année pour essayer de voir si on arrive à limiter la pousse du gazon et, à, et à apporter des préconisations qui seraient différentes de la préconisation protection face aux maladies, d'avoir une préconisation ralentissement de la pousse. Euh, c'est quelque chose qu'on va essayer de regarder cette année pour avoir des préconisations plus précises et Mhm. des résultats plus précis également. Ah, intéressant, intéressant à suivre. Une autre question sur l'impact des UV sur la phylosphère, c'est-à-dire la communauté de micro-organismes qu'on trouve sur la surface foliaire. Bon, parce que les UV ont quand même un impact sur le développement de ces micro-organismes. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Alors sur le gazon en particulier, on n'a pas encore récolté de données. On a prévu justement cette année d'en récolter, mais on prévoit pas d'impact important. On a fait beaucoup de notations en viticulture, où c'est aussi un sujet assez important. On a fait des notations sur l'impact sur les micro-organismes du sol, des feuilles, et on n'a pas vu d'impact notable, notamment parce que, bah, comme le gazon, ces micro-organismes, tout du moins ceux qui se développent dans le sol, ils sont pas impactés par les UVC, et ceux qui se développent en surface, ils sont eux-mêmes naturellement soumis à des doses de rayonnement UV A et B qui Mm. cumulent sont beaucoup plus importantes que ce que une stimulation UV boosting tous les 7 à 15 jours va leur apporter. Il faut se rendre compte que si on utilise l'équipement comme on le préconise, un organisme de surface va le voir une fois tous les 10 jours, mettons, pendant une seconde. Donc, Mm. compte tous les 10 jours.
c'est très clairement insuffisant pour venir le tuer. Euh, et c'est lié au fait qu'on n'essaye pas de désinfecter. Si on Mhm. utilisait les UVC pour désinfecter, on passerait probablement tous les jours ou tous les 2 jours, on passerait moins vite, et donc le temps d'exposition serait beaucoup plus élevé. Mais c'est pas ce qu'on essaye de faire. Et c'est d'ailleurs un des avantages de la stimulation, c'est qu'on a un respect beaucoup plus grand pour le microbiote, pour la biomasse. Dans Mhm. le cas de la vigne, par exemple, on ne va pas impacter les levures indigènes qui servent parfois à la vinification du vin. Et on sait que cet équilibre entre la plante et son environnement microbien est extrêmement important. Et donc la stimulation UVC ne va pas du tout impacter cet équilibre. D'accord, intéressant, parce que je sais que c'est quelque chose dans les on-dit qu'on entend sur les UV, c'est souvent quelque chose qui revient, cet impact sur la faune du sol et de la surface foliaire. Tout dépend de la manière dont c'est utilisé. Effectivement, si on essaye de faire de la désinfection, ce qu'ont fait plusieurs autres entreprises pour le gazon ou pour d'autres cultures, on va avoir un fort impact sur le microbiote. Mais UV Boosting, avec notre mode de fonctionnement spécifique de stimulation des défenses et le fait qu'on passe qu'une seconde tous les 10 jours ou tous les 15 jours, on n'aura pas du tout cet impact négatif. D'accord. Alors venons-en à l'utilisateur. Est-ce qu'il y a un risque? Alors oui, j'imagine que oui, mais quelles sont les précautions d'usage pour le limiter au maximum? Alors le panneau, sur le gazon, la situation est quand même assez favorable puisque le panneau est naturellement dirigé vers le sol, Mhm. mais le gazon, donc les risques sont très limités. On va quand même cette année, à l'aide de notre pré-série, établir des règles sur quelques distances de sécurité, voire dans des cas typiquement de maintenance où on doit intervenir avec le panneau allumé, sous le panneau, le port de pays. Euh, Mhm. mais typiquement en viticulture, c'est ce qu'on a fait. Les riverains ou les promeneurs, par exemple, qui pourraient se promener en bord de parcelle, on a défini des distances de sécurité de tractoristes. Et donc, si on s'approche à moins de X mètres pendant plus de 20-30 secondes, une minute, là, on va éteindre l'équipement et le temps que la personne s'en aille ou qu'on lui dise de s'éloigner. Mais encore une fois, sur le gazon, a priori, il y aura des distances de sécurité qui seront beaucoup plus petites que. Ah, parce qu'il n'y a pas d'exposition directe. Bah non, ouais, exactement. Le panneau sera à une vingtaine de centimètres du sol, dirigé vers le bas, donc il y aura aucune exposition directe au rayonnement UV. Donc c'est notre pré-série, c'est très important pour nous d'assurer la sécurité de l'applicateur et la sécurité des gens qui travaillent autour. Donc on va prendre énormément de précautions pour cette pré-série, mais on sait d'ores et déjà que pour le produit gazon, les contraintes liées à la sécurité seront bien plus faibles que les contraintes qu'on a dans d'autres cultures. Et il y a vraiment, c'est pas du tout un sujet d'inquiétude pour nous. L'applicateur et les gens autour pourront travailler en toute sécurité. J'imagine que dans le pire des cas, on pourrait imaginer une sorte de jupe qui entourerait, comme pour les pulvérisateurs, le panneau, et ça, là, il n'y a plus de débat, quoi. Effectivement, ça fait partie des choses. On va voir sur la pré-série si ça paraît nécessaire ou pas Mhm. pour protéger à la rigueur les chevilles des golfeurs en été. Mais voilà, c'est la seule chose qu'on prévoit comme un peu risquée sur ce type d'équipement pour le gazon. D'accord. Et enfin, quid de la réglementation et des autorisations pour ce type de procédé? Parce que c'est de la protection des plantes, mais finalement, c'est plutôt l'effet stimulateur des défenses naturelles qui est en jeu. Comment ça se positionne? Alors comme on utilise un flux lumineux, on est considéré comme une pratique culturelle et une méthode physique. Mhm. Et toutes les méthodes physiques sont mises en avant et favorisées par les différentes réglementations par rapport à des produits, même à des produits de contrôle ou bio ou je ne sais pas. Donc on n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, comme c'est le D'accord. cas pour tous les produits qui sont vendus en Europe.
On n'a pas besoin de certification liée aux produits phyto. On n'est pas un produit phyto, on est une pratique culturelle, une méthode physique. On a par ailleurs, on octroie pour la distribution de nos technos des points CEPP, certificat d'économie de produits phytosanitaires. On a été éligible à certaines subventions France Agrimaire, ce qui, pour nous, est le signe que la technologie, son intérêt pour l'agriculture en général et la protection des plantes est de plus en plus reconnu par les institutions. Super, donc les instances sont évidemment au courant, vous êtes en lien avec eux et du coup tout est dans un cadre légal. Tout est dans un cadre tout à fait légal, bien évidemment. On ne s'amuse pas à commercialiser comme ça un produit qui serait qui contreviendrait à la réglementation française et européenne. Non, évidemment, il n'y a aucun souci pour utiliser ce produit, cet équipement aujourd'hui de manière, je veux dire, à grande échelle. Il n'y a évidemment aucun souci de ce côté-là. Ok, parfait. Et alors pour finir, les objectifs 2023 en ce qui concerne le déploiement dans l'industrie du gazon? Alors les objectifs, c'est de déployer, je dirais, une petite dizaine d'équipements en France et peut-être à l'international si on a des opportunités qui se présentent, pour confirmer l'efficacité à grande échelle dans des conditions d'utilisation normales, avec différents greenkeepers, dans également dans différents contextes météorologiques, des golfs du nord de la France, des golfs du sud de la France. L'idée, c'est d'en avoir un petit peu partout pour tester différentes choses et confirmer en fait le niveau d'efficacité qu'on a observé jusque-là sur la vigne, la fraise, qu'on a déjà observé sur le gazon, l'observer à plus grande échelle, et pour ensuite, Jérôme en parlait un petit peu, prendre les retours des utilisateurs et faire les quelques améliorations pour la version série qui sera donc commercialisée l'année prochaine, en 2024. Parfait, d'accord. Alors moi de mon côté, je pense avoir fait le tour des questions qui me venaient à l'esprit. Donc effectivement, moi je trouve que le procédé a vraiment un intérêt. C'est une solution qui peut s'ajouter à toutes les autres pour essayer d'arriver à respecter tant bien que mal l'échéance de la loi Labbé pour 2025. Donc voilà, j'espère qu'on pourra en savoir un peu plus. Ce sera peut-être l'occasion plus tard de recommencer un podcast pour voir un peu où vous en êtes. Avec plaisir. Merci de nous avoir invités déjà dans cette émission, dans ce podcast. On vous tiendra évidemment informés, que les auditeurs n'hésitent pas à prendre contact directement avec nous pour en savoir plus, qu'on leur fasse une présentation des résultats d'essai, qu'on leur présente plus en détail la technologie. C'est avec plaisir que toute l'équipe UV Boosting répondra à toutes les questions des auditeurs. Et par ailleurs, évidemment, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook. On poste assez régulièrement des nouveautés. Vous verrez, je pense, d'ici quelques semaines, les premières images de la pré-série déployée dans un golf. Parfait. Avis aux entendeurs. À bientôt. Merci beaucoup, Romain. Merci Romain, à bientôt. À bientôt. Merci.